Aujourd'hui, on se demande, l'élection présidentielle, Luc Michel, c'est l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une sorte de fatalité à la vie politique au Tchad? Oui, il n'y a pas une fatalité. Il y a une fatalité à partir du moment où on décide en dehors du pays d'un agenda politique avec des thèmes. Le problème, c'est alternance ou changement de régime. Est-ce que l'alternance politique vient du cœur des forces du pays ou est-ce qu'on décide ailleurs de ce qu'on appelle un changement de régime? C'est la technique occidentale. Alternance, pourquoi faire? La question du Tchad, elle est assez simple. Il faut partir de la géopolitique. Moi, je suis géopoliticien, ma vision se vertèbre là-dessus. Vous aviez auparavant un État pivot géopolitique central autour duquel s'ordonnait la vie de la région, c'était la Jamaïrie libyenne. Lorsqu'un État s'effondre ou disparaît, c'est comme ça que fonctionne la géopolitique, qui est un rapport de puissance, un autre État dans la même région prend sa place. Il se trouve aujourd'hui que le Tchad d'Idriss Déby Itno a pris la place de celui qui a longtemps été son ennemi, Kadhafi, puisqu'il y a longtemps eu un contentieux entre la Libye et le Tchad. Et le Tchad a été un peu conduit et forcé, et je pense que vraiment le président Idriss Déby Itno a dû prendre un fardeau qu'il n'attendait pas au départ. Il joue maintenant le rôle d'État pivot central dans la région saharienne-subsaharienne. C'est devenu évidemment une zone stratégique qui est prioritaire. Vous savez que la stratégie africaine ne se décide pas en Afrique, malheureusement. Elle est décidée principalement par un organisme américain qu'on appelle l'Africom. L'Africom, il est situé en Allemagne, près de la grande base américaine de Ramstein. Ce n'est pas une mission militaire, c'est un commandement militaire de l'armée américaine. Ça veut dire que c'est un état-major avec des services logistiques et spécialisés qui décide de la manière dont on va faire la guerre dans une zone définie. Jusque 2007, avant la création de l'Africom, il n'y avait pas de commandement américain pour l'Afrique et l'Afrique sous-traitait, notamment à la France ou à la Grande-Bretagne, parfois même à la petite Belgique, ses missions. Il y avait une seule base à l'époque qui était Djibouti et il y avait un commandement spécial à Djibouti, non pas pour l'Afrique, mais pour la zone du golfe d'Aden. 2007-2008, George Bush décide la création de cet Africom et l'Amérique décide d'ordonner la façon de faire la guerre, la stratégie, la dépense en Afrique. Aujourd'hui, il y a une zone géostratégique prioritaire pour l'Africom, c'est ce qu'ils appellent le Grand Sahara, et ça a la particularité que cette zone, qui est une espèce de grande ellipse, vous allez comprendre pourquoi je vais arriver au Tchad, elle recoupe les frontières de tous les États riverains du Sahara. Deuxième importance géopolitique pour le Tchad, c'est là que les Français, profitant d'accords que le président Idriss Déby Itno n'a pas signés, ils ont été signés sous ses prédécesseurs, il y a donc des bases françaises, c'est là que la force française en Afrique, la fameuse opération Barkhane, qui est un peu un remodelage des anciennes opérations centrées principalement sur le Tchad, est installée. À partir de ce moment-là, le Tchad devient une zone prioritaire pour l'Africom, pour les armées de l'OTAN. À ça s'ajoute évidemment la prospérité du pays qui est due au fait qu'on exploite maintenant du pétrole et que le Tchad, qui n'était pas un État riche, l'est maintenant, a fait une grande armée. Quatrième donnée du problème, je serai très bref ensuite, quatrième donnée du problème, c'est que l'armée tchadienne, qui a derrière elle de nombreuses années de combat, parce qu'il y a eu justement les guerres civiles, les guerres, etc., c'est la meilleure armée, à mon sens, d'Afrique actuellement. C'est une armée rompue au combat. On l'a vu. Sur papier, le Nigeria est la première armée d'Afrique. Ils se sont effondrés face à Boko Haram. Le Tchad est intervenu. Immédiatement, Boko Haram a reculé. Le président du Tchad lui-même, c'est un président, mais c'est un ancien militaire, colonel parachutiste. C'est un chef de guerre, évidemment. C'est une autre trope. Il est très jeune, il a 54 ans. Il y a donc un intérêt prolongé pour le Tchad. Il y a une vague, moi je ne parle pas des élections, les élections ce sont le prétexte, il y a une vague de changement de régime qui a été décidée au sommet USA-African Leader en août 2014 aux États-Unis, et Obama a désigné une série d'États où il voulait voir changer de régime,
Le Tchad en fait partie, comme la Guinée équatoriale. Autre zone prioritaire, le golfe de Guinée, on retombe là-dedans. Le Cameroun, etc. C'est le sujet, c'est pour ça que le débat envisage un certain nombre de pays. Pour favoriser cette vague de changement de régime, les Américains disposent de tout un ensemble d'organismes qui dépendent de la CIA et de l'État américain, dont la fameuse NED, National Endowment for Democracy. Des analystes ont dit que c'était la vitrine légale de la CIA. C'est en gros les gens qui forment les activistes et qui les payent. Il y a des gens formés au Tchad. On sait que des organisations soi-disant de jeunesse ou citoyennes ont été prises en main, financées par la NED. Ils ont notamment fait l'objet d'arrestations en République du Congo. On est donc dans un scénario où ce qui pourrait être... Vous voulez parler de Yanamar? Oui, je parle d'Yanamar, du ballet citoyen, de tous leurs clones en RDC, etc. Il y a le même genre d'organisation qui est en train d'être montée pour la Guinée équatoriale. C'est la même chose. Derrière, on trouve... Mais est-ce qu'il y a eu une manifestation au Tchad dernièrement? Les autorités ont demandé le port du casque, obligatoire du casque, et il y a eu des manifestations. L'armée a même été obligée d'ouvrir le feu. Est-ce qu'on peut situer dans ce registre ce type de manifestation? Vous lisez dans mon esprit. C'est-à-dire que comment se fait une révolution de couleur? C'est un scénario qui est rodé depuis la toute première, qui était la Yougoslavie du président Milosevic en 2000. Il y en a eu en Europe de l'Est. Le printemps arabe, c'est la révolution de couleur arabe. Et maintenant, une vague, il y en a une au Gabon en ce moment, dans les mêmes conditions. Oui, évidemment. C'est-à-dire, comment commence-t-on? On commence par des émeutes, par déstabiliser le gouvernement. Qui utilise-t-on? On utilise des étudiants. Pourquoi? Parce que ce sont les plus bouillants. Ce sont généralement, vous avez été jeune, moi aussi, on réfléchit beaucoup moins à 16, 17, 18 ou 20 ans, on fait des bêtises, et parce que les prétextes existent. Le port du casque en a été un, ça pourrait être le prix de la bière dans les bars du camp, ça pourrait être n'importe quoi. Vous savez, en mai 68 en France, comment la révolution étudiante a démarré? C'est parce qu'on interdisait aux filles de rentrer dans les dortoirs des garçons après minuit. Tout est bon à provoquer une déstabilisation de régime. Il y a des spécialistes à d'œuvre derrière ça, il y a des moyens, et évidemment, on en arrive au Tchad. La question fondamentale, alternance ou changement de régime, est-ce qu'on laisse un pays organiser sa vie politique sur des bases normales, avec une opposition? Moi, je ne juge pas. C'est mon principe, je n'interviens pas dans la politique africaine tant qu'un président n'est pas attaqué par les forces impérialistes. À partir de ce moment-là, moi, je me range derrière ceux qui sont agressés, parce que de cette politique occidentale, rien de bon ne sort. Au Tchad, qu'est-ce qu'on a? On a des gens... Vous savez, ce qui se passe maintenant, ce sont des tests. C'est-à-dire qu'on teste la réaction des autorités, de l'armée, du régime. Comme les émeutes le dernier jour de la Coupe d'Afrique des Nations à Malabo, j'en ai parlé d'ailleurs avec le président Biangdema Mazoko en tête-à-tête il y a quelques jours. Moi, je lui ai dit, pour moi, c'est un test qui a permis de voir comment la police se déployait. Le problème, c'est qu'il y a maintenant des tests dans beaucoup de pays pour le moment, qui correspondent justement aux 14 pays, la plupart de l'ancien précaré français, où on veut voir les choses bouger. Le problème de ce qui se passe au Tchad, ou ce qu'on voudrait y faire, c'est que le président est un homme fort et que son régime est fort. C'est facile de s'attaquer à des régimes faibles. Compaoré est parti parce que le régime était extrêmement faible. Au Cameroun, ici, le régime est fragilisé par l'âge du président, évidemment. Il ne faut pas dissimuler les choses. Le problème qui existe au Tchad, c'est un président jeune, victorieux, puissant, avec l'armée qui ne bougera pas. L'armée est derrière lui, évidemment, donc on ne saura pas. Par exemple, la solution qui est utilisée au Congo-Brazzaville, où il n'y a pas d'opposition civile, on sait déjà que l'armée est travaillée par l'Africom, etc., parce que c'est la solution pour chasser le président là-bas. Le Tchad, ce n'est pas le cas, donc moi je souhaite aux Tchadiens de rester entre eux et de bien réfléchir à ce qui se passe et de ne pas détruire leur pays. Merci Luc Michel.